Nous offrons une gamme complète de produits de santé naturelle, des tisanes aux huiles essentielles. Alimentex, votre bien-être, notre priorité. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bon matin, mes auditrices et aux auditeurs. Je suis très heureuse d'être avec vous encore une fois ce matin. Je suis Judith Gagnon, la présidente de l'AQDR Québec. On reçoit quelqu'un là, d'assez extraordinaire. Vous allez voir aussi le sujet qu'on va parler. Mais avant qu'on entame la conversation, je voudrais vous parler le 27 novembre au Centre Montmartre. Sur le chemin Saint-Louis, on accueille un médecin, Dr Marie-Josée Mailloux, qui va nous parler des soins de fin de vie. C'est important, on y pense pas assez. C'est important parce que on arrive tout à un moment donné à cet épisode de notre vie et Dr Mailloux présente bien là, les opportunités qu'on peut avoir. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est fort important, la pauvreté des aînés. Alors on voulait avoir quelqu'un de compétent et qui aime le sujet aussi. Alors on a pensé accueillir Pierre-Claude Poulain, qui est membre du comité Revenu et Fiscalité du mouvement AQDR, là, du grand mouvement là, de l'ensemble du Québec. Alors bonjour Pierre-Claude. Mes salutations. On est très heureux de vous avoir ce matin avec nous pour parler de la pauvreté des aînés parce que de plus en plus à Québec, on voit des aînés se promener, des aînés aller chercher de la nourriture, incapables de trouver un logement. Alors, vous allez nous parler de la situation, de la pauvreté des aînés. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Avez-vous des données? Est-ce que ça leur a empiré? Allez-y. J'ai des données, mais j'ai aussi certaines explications, à savoir comment se fait-il qu'après 60 ans, on va fêter les 60 ans de la Régie des rentes du Québec ou du régime de pension du Canada, qu'il y ait encore du monde dans la pauvreté quand ils arrivent à la retraite. On aurait pu planifier ça autrement et on se rend compte que tous ces beaux systèmes-là ont développé, ont implanté au Canada, parce que c'est surtout des structures juridiques canadiennes, ont implanté au Canada 2 classes de retraités. Vous avez une classe de retraités qui va bien s'en tirer et vous avez une autre classe de pauvreté qui, elle, ne sera jamais soutenue suffisamment et qui va devoir vivre en dessous du seuil de pauvreté, en dessous du salaire minimum. Alors, c'est absolument épouvantable. Et lorsqu'on regarde, on fait un petit topo historique, le Canada, depuis 1885-87, au Canada, on avait des lois sur le salaire minimum. C'était des premières lois qui avaient été implantées pour sortir le Canada de la pauvreté. Or, on a donné des lois comme ça et les législations de chacune des provinces ont légiféré à cet égard-là pour sortir les provinces d'une situation de pauvreté, pour ajuster un salaire annuellement, comme le salaire minimum au Québec est ajusté le 1er mai de chaque année, afin de sortir les travailleurs de la pauvreté, mais c'était de sortir aussi des villages de pêcheurs, des villages de petites manufactures et tout, de la situation de pauvreté. Et c'est comme ça qu'on a bonifié la situation économique de l'ensemble du Canada. Est-ce qu'on a pensé aux aînés? Bien oui, on a pensé, là je parlais des premières lois qui ont été faites en 1887. On se retrouve après ça en 1927, puis là on a des personnes en 1927 qui n'ont plus accès au travail parce qu'elles sont des personnes âgées. Oui. Alors là, on a implanté la sécurité de la vieillesse. Parce que ces personnes-là n'avaient plus de revenus. Et c'était majoritairement des femmes. L'espérance de vie en 1927 était de 68 ans, alors qu'on a implanté une sécurité de la vieillesse pour les 70 ans et plus. Alors, la majorité de ces personnes-là étaient des femmes, et étaient des femmes qui étaient devenues veuves. Et en 1927, le statut juridique des femmes ne permettait pas à celles-ci d'avoir un compte de banque, de signer des contrats, des choses comme ça. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a vu que
pour sortir du monde de la pauvreté, il fallait implanter quelque chose de façon pan-canadienne, et ça a été la sécurité de la vieillesse qui a été implantée, où on accordait un chèque de 20 $ par mois à chacune aux retraités qu'il y avait à ce moment-là. Mais attendez un petit peu, là. Ça veut dire que c'était majoritairement des femmes, oui, comme vous dites. Puis, mais est-ce qu'ils pouvaient retirer ce chèque-là, là, si c'était si oui, spécial que ça? Pouvais-tu travailler avec ça? Pas travailler, mais l'utiliser comme bon leur semblait? Pouvez-vous nous en parler un peu? Eux autres ne pouvaient pas faire de chèque. Les femmes ne pouvaient pas faire de chèque, mais pouvaient endosser un chèque et le changer. Et on se retrouve vraiment à une époque d'économie agricole que j'appelle agraire, où la femme demeurait toujours dans la résidence principale sur la ferme. Elle endossait le chèque, puis elle contribuait aussi à l'économie familiale à ce moment-là. Et elle avait son hébergement dans la résidence principale à cette époque-là. Mais lorsqu'on regarde ça, c'est par la suite, il y a eu d'autres avenues qui sont arrivées plus en 1900, avec la création du régime de pension du Canada, où là, on a dit, ça ne sera pas à l'État à contribuer, ça va être aux employés et aux employeurs. Alors, ça a été l'implantation du régime de pension du Canada pour toutes les provinces du Canada. Et au Québec, ça a été la Régie des rentes du Québec qui s'est implantée pour gérer cette pension-là qui n'a pas une scène, qui n'a pas un sou qui provient du gouvernement du Québec là-dedans, ni du gouvernement canadien. C'est uniquement les employés qui contribuent à la caisse de retraite et les employeurs qui contribuent à la caisse de retraite. C'est en quelle année, la Régie des rentes? C'est arrivé dans les années 67. OK. Que la Régie des rentes est arrivée. Et en même temps, on a eu une aide sociale qui a été implantée, qui est le supplément de revenu garanti. Là, on se disait, est implanté le régime de pension du Canada et la Régie des rentes du Québec, mais avant qu'il soit efficient, qui génère suffisamment de revenus pour distribuer une pension, on va implanter une aide sociale pour tous ceux et celles qui sont vraiment avec des petites pensions. Or, on a implanté le supplément de revenu garanti à ce moment-là, qui est une aide sociale. Et cette aide sociale-là devait exister que pour quelques années, pas pour une vie entière. Mais là, on en voit encore. Pas pour se rendre jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons toujours le supplément de revenu garanti qui est dans le fond une aide sociale, qui était délicat aussi pour le gouvernement canadien de dire que mes retraités travailleurs bâtisseurs de la nation, les femmes qui ont bâti des familles et tout, vont se retrouver à l'aide sociale rendue à la retraite. Alors, on a appelé ça le supplément de revenu garanti à ce moment-là. OK, je comprends. Mais ça devait être que pour une courte période, alors que ça existe toujours. Mais attendez un peu, vous êtes vraiment brillant, là, puis c'est intéressant d'avoir l'historique, mais pourquoi ça devait être d'une courte période? Parce que le régime de pension du Canada, ou la Régie des rentes au Québec, Régie des rentes du Québec, devait être bonifié, parce que dès la première année de leur création, on ne pouvait pas demander à ces fonds-là, qui étaient un fonds employeur-employé, de donner autant de pensions à ces travailleurs. Or on a implanté le supplément de revenu garanti. Le supplément de revenu garanti aussi touchait aussi à ceux qui ne travaillaient pas. OK. Tandis que l'autre, c'est uniquement celui qui travaille. Mais à cet égard-là, la sécurité de la vieillesse devait être bonifiée aussi, alors qu'elle ne l'a pas été suffisamment, ce qui fait qu'on a toujours le supplément de revenu garanti qui existe tout le temps, présentement. Mais il y a une question là, que je me pose pour toutes les femmes aînées, mais c'est incroyable, là, d'une certaine façon. Comme vous dites aussi, ces femmes-là ont travaillé fort en bâtissant l'avenir du Québec, puis en ayant des enfants, puis même s'ils ne travaillaient pas. Puis avec qu'est-ce qu'il y a maintenant, il y en a qui se retrouvent dans la pauvreté. Définitivement. Présentement, et c'est à peu près les mêmes données pour l'ensemble du Canada, parce que c'est toutes des structures canadiennes. Régime de pension du Canada ou Régie des rentes du Québec,
la sécurité de la vieillesse et l'aide sociale qui est le supplément de revenus garanti, c'est toutes de juridiction carrément fédérale. Oui. Présentement, au Québec, 39 des retraités nécessitent l'aide sociale qui est le supplément de revenus garanti. 39 c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est énorme. Et c'est à peu près la même chose, même que je pourrais me risquer et dire que c'est davantage dans les autres provinces. On est une province qui est quand même plus pauvre que celle de l'Alberta, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Alors, la situation est encore plus grave dans ces pays-là parce que c'est le même montant de sécurité de la vieillesse, c'est le même système de régime de pension du Canada où qu'on a ici la Régie des rentes. Or, le coût de la vie étant beaucoup plus élevé, les appartements beaucoup plus élevés à Vancouver, Calgary, Toronto qu'au Québec, la situation de pauvreté est encore plus grande. Alors, le 39 doit être beaucoup plus élevé dans ces provinces. Mais M. Poulain, ça doit être terrible, vivre là-bas. Là, ils doivent être presque morts vivants. On n'a pas conscience, on n'en avait pas conscience, je vais le dire. On n'en avait pas conscience, mais depuis une décennie comme il faut, qu'on entend parler d'itinérance. Ah, ici cette aussi. Cette itinérance-là a commencé à Vancouver en premier lieu. Ah. Effectivement, a commencé dans les villes les plus dispendieuses du Canada. Alors, Vancouver, Toronto en deuxième. Maintenant, vous en avez dans beaucoup de villes du Canada. Suite à l'inflation qu'on vient de vivre, on en a même au Québec, on en a même à Québec de l'itinérance. Et là, ce qui est très, très pénible, comme je disais, il y a véritablement deux classes de retraités. Vous avez une classe de retraités qui va bénéficier, en plus de ce qu'on vient de parler, qui va bénéficier d'une pension d'employeur. Oui. Alors, elle, son employeur va contribuer davantage à une pension, tandis que l'autre classe, celle qu'on a parlé initialement, n'en a pas. Alors, vous avez une classe qui va s'enrichir énormément pour la retraite et l'autre ne pourra pas s'enrichir. Alors ça fait véritablement deux classes de retraités et ce qui fait que cette classe de retraités-là qui n'a pas de pension d'employeur, elle touche toujours, elle est toujours dans une situation de pauvreté. Combien y ont, ceux-là qui n'ont pas travaillé, là, qui n'ont pas de RRQ, tout ça, ça fait combien, là, avec le supplément puis tout ça par année? C'est une minorité qui n'a pas travaillé. Alors, 39% des retraités nécessitent l'aide sociale. La grosse majorité de ceux-ci ont travaillé. OK. Mais non que la Régie des rentes du Québec comme pension d'employeurs à laquelle ils ont contribué avec leur employeur. Tandis qu'une autre classe de retraités a, en plus de ça, une retraite qu'on appelle une retraite de pension d'employeur. Les pensions que l'on voit chez les employés d'Hydro-Québec, chez les employés de la Ville de Québec, chez les employés des grosses sociétés comme Bombardier, comme Air Canada, des grosses compagnies comme ça, qui accordent en plus des régimes de base, qui est le régime des rentes au Québec, vont accorder un régime de pension d'employeur. Alors, ces employés-là ont une contribution à leur fonds de pension qui est de l'ordre d'à peu près 25% de leur salaire annuellement. Alors, quand vous avez, en plus de toutes les autres pensions de base, que vous mettez de côté ou que vous contribuez avec votre employeur à une pension d'employeur qui est de l'ordre de 25% de votre salaire, 12,5% du salaire chacun, ça vous permet d'avoir vraiment une pension qui vous permet de partir avec 70% des derniers revenus de votre carrière. Ouais. Ben, on en parle beaucoup, là. Moi, j'ai travaillé au gouvernement du Québec, je le sais. Mais j'ai une petite interrogation. Est-ce qu'il y en a vraiment qui ont jamais travaillé, qui reçoivent le supplément de revenu garanti? Oui. C'est le but, d'ailleurs, du supplément de revenu garanti. C'est que ceux qui n'ont jamais travaillé tombent automatiquement sur l'aide sociale. Alors, malheureusement, ce sont majoritairement des femmes qui sont dans cette situation-là. Et même avec l'immigration, on s'en vient avec des groupes de femmes qui partent pour des valeurs
de leur origine fait en sorte qu'elles ne travaillent pas, qu'elles vont rester à la maison. Alors ça, c'est une inquiétude qu'on a pour celle-ci dans le futur. Mais ça va être un projet, un dossier à régler plus tard. Mais c'est ça, c'est que ce sont des femmes. Et toutes celles et ce sont majoritairement des femmes qui, lorsqu'il y a un problème de santé dans la famille, se retirent du marché du travail. Uniquement, hier, je prenais économiquement, là, uniquement pour les femmes qui sont sur le marché du travail présentement et qui se retirent momentanément pour un accouchement, élever un enfant, retourner au marché du travail, elles ont 13% de moins de revenus que si elles n'avaient pas eu d'enfant. Mais c'est terrible parce que dans le fond, la société en a regagné avec les enfants puis tout ça, mais on pourrait pas faire qu'ils retrouvent ça à quelque part parce que ça, c'est vraiment un préjudice. Ben là, le seul point où vous pouvez récupérer quelque chose, c'est quand vous êtes sur l'aide sociale, c'est le supplément de revenu garanti qui égalise ça pour toutes les femmes qui sont dans une situation semblable. Okay. Mais les autres qui ont travaillé, ben ils perdent 13% de revenus, mais en même temps, si elles ont une pension d'employeur, ben elles perdent aussi 13% de cette pension d'employeur. Cette participation d'une pension d'employeur est perdue à ce moment-là. Alors, ça a un impact sur toute une carrière et ça a un impact aussi à la retraite. Ben, je comprends. C'est même très important. Ça, on donnera des conseils aux gens après, mais on continue. Que pensez-vous de tout ça? Puis avec les logements qui montent, le prix des logements, on a de la misère. Les soins de santé sont des fois moins bons. On est obligé de s'en payer au privé, tout ça. Mais ça n'a pas de bon sens. Comment vous font? Vous tombez exactement sur un point qui est très, très important. Vous avez mis le doigt dessus, c'est les logements. Je regarde juste l'an dernier, la hausse des loyers était de l'ordre de 6,6 %. Ça, c'est la hausse des loyers. Alors que les pensions de base, les petites pensions de base, la hausse était de 2 points. L'indexation des pensions de base était de 2,3. Puis en plus, c'est pas comme si je vous accorde une indexation sur une pension de 100 000 $. Vous allez être capable d'ajuster votre budget. Mais quand on ajuste une pension de 22 000, que je vous donne 2,3 % de 22 000, ça vous donne une augmentation de 42 $ par mois. Mais ça c'est presque minime. C'est minime, alors que le loyer moyen a augmenté de 6,6 %, mais le revenu moyen au Québec est rendu à 1 504. Alors, si vous devez déménager, nécessairement, vous allez tomber dans un loyer qui va être nécessairement plus élevé que 1 504. Mais si vous ne déménagez pas, la hausse de votre loyer va être de 99 $ par mois. Vous n'êtes pas capable d'arriver. Et d'année en année, vous allez vous appauvrir. Oui, tu as raison. L'écart est terrible. Je veux dire, quand on voit ça, mais qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire? Parce que là, ça n'a pas de bon sens. Avant de parler de qu'est-ce qu'on peut faire, on va regarder les dommages. C'est la minute qu'un créancier se rend compte que vous n'avez pas de pension d'employeur et que vous avez 55, 57 ans, que vous soyez un homme ou une femme, et même si vous avez un condominium, même si vous avez une résidence, une maison, puis que là, vous voulez du financement pour vous rendre à votre pension, il va regarder vos pensions que vous allez avoir. Vous n'avez pas de pension d'employeur, vous allez tomber, comme cette année, vous allez tomber, si vous êtes seul, vous allez tomber avec un revenu de 22 331. Vous êtes en bas du salaire minimum. Il n'autorise à peu près pas de crédit à ceux qui sont au salaire minimum. Il en autorisera encore bien moins à ceux qui sont en bas du salaire minimum. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ceux-là? Ça force la vente des maisons, ça force la vente des condos de tous ceux qui sont des pré-retraités et qui viennent augmenter le nombre de personnes à l'itinéraire. Tu as raison, vous avez raison. Mais ça, ce que vous soulignez, là, on n'y pense pas, mais c'est incroyable
Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est bien beau l'itinérance, mais il fait froid au Québec, vous le savez. Les gens sont pas pour se promener, mais il faut que ça ait une fin à quelque part. Ah, définitivement. Et je réitère ce que je disais au début. On va fêter les 60 ans du régime de pension du Canada et celui de la Régie des rentes du Québec. Et comment se fait-il que ces systèmes de pension-là ne sont pas établis pour avoir minimalement le salaire minimum? On vous a habitué de vivre comme de quoi la base minimale dans votre province, dans votre nation, c'était le salaire minimum. Vous commencez à travailler, vous allez tenter de trouver des emplois qui vont vous écarter, qui vont vous mettre à un plus haut salaire que le salaire minimum. Mais dès lors que vous arrivez à la retraite, vous tombez avec un revenu qui est à peu près 10 000 $ en bas du salaire minimum. C'est vraiment dangereux économiquement et c'est ce qui génère de l'itinérance. C'est ce qui fait que dans tout le Canada, avec le système de pension, les systèmes de pension de base du Canada, 10% des retraités sont incapables d'assumer une facture de pharmacie. Mais ça, c'est grave, là. Allez-y tranquillement, là. Ça n'a pas de bon sens. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ça n'a pas de sens. Ils achètent tout simplement pas de médicaments. 20% consomment leur médication une journée sur 2. Et ça, plus que vous êtes dans l'ouest du Canada, plus que c'est comme ça. Et plus que vous êtes dans l'est, dans les provinces pauvres, moins que c'est comme ça, parce que le coût de la vie est moins élevé. En Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, qu'à Vancouver, Calgary, etc. Là, mais au Québec, est-ce que c'est encore vrai que les gens ne peuvent pas avoir leurs médicaments là, tous les jours? Au Québec, on bénéficie d'une assurance médicaments. Oui. Mais vous devez quand même, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, vous devez payer une franchise. Oui. Alors, que vous soyez très, très pauvre, vous devez quand même payer une franchise. Vous avez de la misère à vous loger, vous avez de la misère à vous nourrir, mais on vous fait payer la franchise quand même. Alors que la personne qui est riche, la franchise est déductible d'impôts. Alors que la personne qui est pauvre, elle ne paye pas d'impôts et de ce fait ne peut pas la déduire de ses impôts. Alors, il y a des injustices à solutionner à plusieurs égards à ce sujet-là. Alors, on va, parce qu'il nous reste à peu près 5 minutes, quelles sont les revendications, les principales revendications là, que vous avez là, pour améliorer cette situation-là? Bien, évidemment, ne couper aucun retraité de tous les programmes existants, ne pas le couper, que ce soit le supplément de revenu garanti, que ce soit les crédits de soutien aux aînés, ne pas couper ces avantages-là qu'on accorde s'ils n'ont pas atteint l'équivalent du salaire minimum sur une base annuelle. Ça prend minimalement pour vivre le salaire minimum sur une base annuelle. Et lorsque je vois qu'on vient couper un retraité de son aide sociale qui est le supplément de revenu garanti, on vient lui retrancher une partie parce que bénéficier d'un petit avantage, ça, c'est une des premières choses. Deuxièmement, ne plus avoir de clauses orphelins chez les retraités. Les clauses orphelins ont été jugées illégales pour ce qui est des centrales syndicales qui négociaient des conventions avec des clauses orphelins pour certains groupes d'employés. Alors qu'on arrive à la retraite et on donne des avantages comme une augmentation de la pension de vieillesse uniquement pour les 75 ans. On ne l'accorde pas pour les 65 ans. Ah, ben oui, ben là, je pense que vous tombez dans le mille. On donne des crédits d'impôt au Québec pour ceux qui ont 70 ans, alors qu'il y a la même pauvreté chez les 65 ans et plus. Exact. Alors ça, ce sont tous des clauses orphelins. Alors ça, c'est un deuxième. Et même quand on veut défendre les droits des retraités, je suis obligé de défendre les retraités de 65 ans, avoir une autre définition pour ceux qui ont 70 ans, avoir une autre définition pour ceux qui ont 75 ans. Ça devient d'une lourdeur incommensurable. Oui, c'est... Ah oui, c'est vrai, vous avez complètement raison. Continuez si vous avez d'autres points, là, parce que c'est trop important d'en parler. Oui, puis l'atteindre
Présentement, c'est seulement depuis 2019 qu'au Canada, parce que les pensions, c'est de juridiction fédérale jusqu'à présent, au Canada, on a établi un indicateur économique qui est la mesure du panier de consommation. Oui. Ça, c'est le seuil de pauvreté du Canada. Oui. Un panier de consommation est établi en fonction des achats qu'un consommateur doit faire. Et c'est lorsque le consommateur n'a pas de choix. C'est lorsque pour prendre un produit à l'épicerie, il va toujours prendre le produit le plus économique. C'est comme ça qu'on établit le panier de consommation. Vous venez pour acheter des pâtes, ce sera les pâtes les plus économiques. Le produit laitier, ce sera le produit laitier le plus économique. C'est comme ça qu'on établit le panier de consommation. Alors, quel est le coût? Le montant? C'est pour ça qu'on établit les pensions à 21 000. Grosso modo, je pourrais vous dire le montant. Là, il est 22 331 cette année. Alors, c'est pas beaucoup. C'est vraiment, c'est 10 000 en bas du salaire minimum. Alors que choisir un indicateur comme le salaire minimum sur une base annuelle, le salaire minimum, c'est 15,75 dollars multiplié par 40 heures, multiplié par 52 semaines, ça vous donne le salaire minimum sur une base annuelle. C'est ce que ça prend. C'est ce que ça prend un retraité pour vivre. Et je n'inclus pas du tout le concept du docteur Régent Hébert qui prévoyait une assurance pour autonomie, des soins à domicile parce que c'est sûr que les retraités, il y a plein de choses qui coûtent plus cher. La mobilité, elle est plus lente, qui nécessite plus de coûts, qui nécessite plus de coûts de taxi, de choses comme ça. La médication est beaucoup plus élevée. Alors, c'est toutes des choses comme ça qu'il faut aussi prévoir, mais je n'ai pas ces considérations-là dans le salaire minimum. OK. Alors, on va être obligé de se laisser, M. Poulin, on va être obligé de se revoir. On est dû pour ça parce que vous savez qu'on enregistre les émissions, puis je pense qu'on pourrait utiliser ça comme base de discussion. Alors, je vous remercie pour aujourd'hui de nous avoir... Un gros merci, puis je suis toujours disponible. Ben, je le sais. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.